Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut des Libertés pour un nouveau délit d'opinion. Aujourd'hui, nous allons parler de deux sujets en particulier. Et tout d'abord, il s'agit de l'assassinat de Charlie Kirk, qui est un assassinat politique, tout simplement. Alors, pour ceux qui, je le comprends bien en tant que Français francophone, ne savent pas forcément qui était Charlie Kirk, c'est pas bien compliqué, c'est un militant républicain et même plutôt militant MAGA, extrêmement, mais alors extrêmement influent, donc il s'est fait, ça j'imagine que vous le savez, assassiner la semaine dernière lorsqu'il faisait une apparition à l'université de l'Utah. Alors, comment il s'est fait connaître? C'est vraiment très simple, son concept. Il venait débattre avec un micro et puis parfois une tente autour de lui, des amis à lui pour faire sa protection, etc. Mais enfin, au début, c'était beaucoup plus rudimentaire que ça. Donc, sur les campus universitaires, qui sont connus aux États-Unis, même en Amérique du Nord, et même, j'ai envie de dire, de manière générale en Occident, pour être des sacrés repères à gauchistes, voilà, pour le dire très simplement. Et ils venaient débattre d'un peu tout, alors surtout de politique, de religion, parfois même de sport, enfin voilà. Et il débat avec n'importe qui, donc en général il avait une foule devant lui, de gens, un seul micro en face de lui, et quelqu'un le plus motivé, le plus à même de mener une discussion intéressante avec lui, venait pour débattre avec lui de n'importe quel sujet. Et puis ensuite, au bout d'un moment, il décide que la discussion est terminée, qu'il faut laisser le micro à quelqu'un d'autre. Enfin voilà, donc l'objectif, il l'a toujours décrit de cette manière-là, c'était vraiment pas forcément d'arriver tous à un point d'accord, parce que ça paraît utopique, mais au moins de conserver le dialogue, le débat, même avec une opposition très franche. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire, même surtout avec une opposition très franche, il y a des idées, bien sûr, qui sont irréconciliables, des camps politiques qui sont irréconciliables. Ça ne veut pas dire, selon lui, que l'on doit arrêter de se parler, parce que sinon, il y a que de la place pour la violence, finalement. Et finalement, sa grande aventure s'est terminée avec cette scène que j'espère vous n'avez pas vue, où il est du coup en dessous de sa tente, sur laquelle il est écrit en très grand Prove me wrong. C'est un des slogans de son organisation. Il fallait, le début de la discussion, c'était que la personne en face lui explique pourquoi il avait tort, lui. Voilà, C'était déjà une façon. Et ce qu'il y a, c'est que son but, c'est essentiel, c'était de dire, dans les universités, il y a à peu près comme dans la population, la moitié des gars qui sont plutôt à gauche, l'autre qui est plutôt à droite. Et il disait, ceux qui sont plutôt à droite, on leur donnait le conseil quand ils étaient à l'université de la fermer, de faire le dos rond. Ils disaient pas du tout, vous devez vous exprimer, vous devez sortir, vous devez créer des groupes, Absolument. vous devez vous opposer. Il n'y a pas de raison que vous laissiez le terrain des universités à tous ces corneaux. Et donc, il avait réussi quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire à créer un mouvement de jeunes conservateurs et qui a été extrêmement influent au moment des deux ou trois dernières élections présidentielles. S'il avait créé un mouvement qui était absolument gigantesque. Tout à fait. Et donc, quelque part, on l'a tué. Et c'est, si j'ose dire, une fois de plus, l'expression de quiconque refuse le dialogue tue. Ouais. Oui, absolument. C'est tout un symbole. C'est tout un symbole. De mourir sous une banderole qui dit Prove me wrong, mourir sous les balles de son ennemi politique, c'est vraiment tout un symbole. Et donc derrière, il y a eu beaucoup de réactions dans la classe politique qui ont été très comment dire, qui étaient véritablement désolées de cet assassinat. Attends, ça dépend, parce qu'il y a toute une partie de la classe politique de gauche aux États-Unis qui n'était pas désolée du tout, qui était enchantée de le voir, qui ont poussé des cris de bonheur et qui ont exprimé leur satisfaction. Oui. Donc, si vous voulez, ensuite, ils ont rapidement, quand on en a viré deux ou trois qui avaient exagéré dans les radios de gauche, on les a virés instantanément quand ils ont commencé à dire qu'il avait cherché qui leur arrivait. À ce moment-là, ils ont changé le tir. Mais en fait, vous pouvez dire que tous les gens soutenant le Parti démocrate étaient plutôt contents qu'il soit liquidé. Ouais. Et il faut se souvenir que quand il y avait eu un attentat contre Trump, 40% des électeurs démocrates trouvaient que c'était dommage qu'il n'ait pas été flingué. Oui. Donc, si vous voulez, dans la gauche, il y a un côté liberticide et assassin qu'on minimise toujours, mais qui est toujours présent, si vous voulez. Les grands criminels dans l'histoire ont toujours été des gens de gauche. Oui. Staline, Hitler, dont il faut se souvenir que c'était national-socialisme. Les criminels, en général, ils ont socialiste dans leur nom, quoi.
Oui, c'est jamais bien loin. Jamais bien loin. Oui, la tentation de tuer. C'est rarement libéral. Voilà, oui, il y a assez peu de libéraux qui ont tué des dizaines de gens. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Peut-être qu'il y en a eu, mais c'est vraiment rarissime. Autre chose, si vous voulez, c'est que toutes les famines du XXe siècle qui ont eu lieu, le pays qui connaissait des famines, il y avait toujours socialiste dans le nom. Oui. Donc, si vous voulez, le socialisme, c'est la famine pour le peuple et la balle entre les deux yeux pour celui qui... Et ils vous expliqueront qu'après ça, ils aiment l'humanité. Ils aiment l'humanité, mais ils détestent leurs adversaires. Oui, tout à fait. Ce qui est un truc assez curieux. Et alors, j'ai vu une étude du Pew Research Center, qui est une espèce centre d'études américain, qui essayait d'identifier le shift politique qu'on observait chez les jeunes Américains rien que ces 2 dernières années. Donc entre 2023 et 2025, donc vous allez vous dire, entre 2023 et 2025, il n'y a pas eu forcément un énorme changement. Et chez les hommes de 18 à 29 ans, le Parti républicain a gagné 44 points d'opinion favorable. Et c'est en grande partie grâce à lui. Et chez les femmes, toujours de 18-29 ans, c'est plus 14 points, ce qui est tout de même assez important aussi. Donc ça, ce shift politique, qui est en partie responsable d'ailleurs de la victoire de Donald Trump aux dernières élections, puisqu'on a vu qu'une majorité de cette classe d'âge avait voté pour lui, c'est en grande partie le fait de Charlie Kirk. Oui. Il a eu une influence culturelle absolument énorme sur cette jeunesse-là, parce que des gens se sont rendus compte que déjà, on pouvait penser certaines choses, qu'ils ne savaient même pas qu'on pouvait penser ce que Charlie Kirk pensait, et puis ils ont appris qu'on pouvait aussi défendre ses opinions sur les campus universitaires. Et Charlie Kirk notait à la veille de l'élection de Donald Trump qu'il avait vu lui-même de manière empirique, c'est-à-dire sans faire forcément de grandes études comme ça, il avait vu de manière empirique un changement d'attitude, un shift sur les campus qu'il visitait. C'est-à-dire qu'effectivement, au début, quand il avait commencé ça, c'était sous le premier mandat de Donald Trump, et là, pour le coup, les universités étaient gangrénées par le gauchisme, et c'était extrêmement difficile, le wokisme. Mais parfois même, on l'empêchait de venir, c'est-à-dire que les gens de gauche empêchaient de venir des gens comme Shapiro, comme lui, etc., parce qu'il ne fallait pas troubler les pauvres étudiants. Oui. Et donc, il y a eu des interdictions qui ont été faites à exiger. Mais on a vu la même chose en France, je crois. C'était la femme de Jospin, qui est une philosophe, qui devait aller faire une conférence à Lille sur je ne sais plus quoi, et qui avait été interdite par les gauchistes. Sur la PMA, oui. Son nom m'échappe d'un seul coup, mais oui, une femme qui est, en plus de ça, qui est... Un nom polonais, oui. Comme ça, oui. Ouais, son nom m'échappe là d'un seul coup. Mais oui, effectivement, une opposante, tout en étant d'ailleurs de gauche à la PMA, dont la conférence a été interdite. C'est arrivé aussi à Michel Onfray, c'est arrivé à d'autres personnalités politiques ou d'autres journalistes. C'est arrivé à Finkielkraut aussi, c'est arrivé à Zemmour, enfin bref, c'est arrivé à tout ce monde-là. C'est rarement, voire pas du tout, Agazinski, voilà, Sylviane Agazinski, vous avez tout à fait raison, qui voulait faire une conférence sur la PMA, et c'est tout bonnement impossible de le faire à la Sorbonne ou à Sciences Po. C'était à Lille, je crois. Ouais, donc cette histoire, et on le voit aujourd'hui, regardez dans ce qu'on peut appeler les globalistes, ceux qui veulent un gouvernement mondial, etc., ils sont vent debout pour mettre des censures sur le net, on voit que les législations qui sortent en Angleterre, pas aux États-Unis, mais en France, sont de plus en plus visant à censurer ceux qui ne disent pas ce qu'il faut dire. Quoi. Tout à fait. C'est nouveau, quoi. Tout à fait. Et alors, ce que j'ai tout de même observé, malgré tout, c'est que chez les responsables politiques, pas chez les militants, mais chez les responsables politiques démocrates, j'ai quand même vu que des déclarations où le personnel expliquait qu'il était absolument désolé de ce qui s'était passé, que ce soit Joe Biden, ou en tout cas son community manager, je ne sais pas s'il rédige lui-même ses tweets. Oui, mais ça ne les avait pas empêchés de traiter dans les années précédentes Trump de fascistes, de nazis, d'Hitler, etc. Il y avait la comparaison ad Hitlerium. Donc c'est bien joli de dire, mais si c'est un tel Hitler, vous avez le droit de le tuer parce que ça vous allez économiser. Oui, puisque... Donc c'est joli de dire, je l'ai appelé Hitler, mais je voulais pas qu'il soit tué. Oui. Attendez une seconde. Ça veut dire que vous n'auriez pas tué Hitler. Vous n'auriez pas. Non, mais c'est-à-dire que c'est bien joli de dire je suis pas responsable, mais si mon grand tu es responsable. Alors, je suis tout à fait d'accord. Mais on va dire que dans l'intention,
ils avaient l'air vraiment désolés de ce qui s'était passé, que ce soit Gavin Newsom, le gouverneur de Californie, etc., qui d'ailleurs avait reçu Charlie Kirk dans son podcast, un des premiers, et qui lui avait dit que son propre fils était complètement fan de lui. Oui. Ce qui montre l'ampleur culturelle du truc, parce que même dans la famille de Gavin Newsom, démocrate devant l'éternel quand même, et son fils aîné apparemment est complètement fan de Charlie Kirk, enfin était fan de Charlie Kirk. Il avait une très jolie femme et 2 petits-enfants, un de 4 ans et un d'1 an, donc c'est encore... Ça rend la chose encore plus pénible, si je veux dire. Ouais, tout à fait. Bien sûr, quand on voit les images, et il semblerait apparemment, enfin c'est juste ça fend le cœur à n'importe qui, il semblerait que sa fille était sur place au moment de son assassinat et que elle a voulu courir vers son père en entendant le bruit du tir, quoi. Enfin c'est juste, c'est innommable. Bref. Et Novak, le champion de tennis, là, oui, a dit qu'il allait faire une bourse pour les enfants pour qu'ils aient aucun souci financier. Oui. Effectivement, il y a eu des réactions positives dans le monde culturel, sportif et du spectacle. Des gens qui n'ont pas forcément eu beaucoup de déclarations politiques auparavant et qui se sont montrés tout de même extrêmement peinés par cet assassinat. Voilà, il y a voilà, comment ne pas l'être. Enfin, il y en a beaucoup qui ont montré que c'était facile de ne pas l'être. Enfin, c'est assez dingue à cet égard. Alors, un mot sur le profil du tueur, parce que déjà dans un premier temps, on savait pas qui c'était, puisque les autorités ont attrapé un type, puis un deuxième, oui, qui n'était pas cela. C'était pas cela. Et du coup, on a mis 2 jours à peu près, pour 48 heures environ, pour le trouver. Et même une fois que c'était trouvé, que son identité était connue, il y avait quelques questions qui se posaient, parce que il est issu d'une famille parfaitement républicaine. Dans l'Utah, vous rigolez, 95% des gens sont républicains. Dans l'Utah. C'est les Mormons. Et voilà, des Mormons. Le père est shérif, et d'ailleurs c'est le père qui l'a dénoncé aux autorités. Oui. Voilà, donc famille de républicains, très familière avec les armes à feu, etc. Donc on se dit, qu'est-ce que c'est que ce gamin ? Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Et d'abord, il y a eu une thèse qui a été répandue, qui était que, en fait, c'était un terroriste lui-même d'extrême droite qui trouvait peut-être que Charlie Kirk n'était pas suffisamment d'extrême droite pour lui. C'est ce qu'on nous a dit au début, parce qu'en principe, si vous voulez, les crimes de sang, ça n'est jamais fait que par des gens de droite. Voilà. Donc on a essayé de lui coller étiquette de droite, parce que son papa était de droite. Et bien que 99,9% des gens qui sont réjouis de son meurtre soient de gauche, j'imagine que l'assassin était forcément de droite. Ce qui veut dire au passage que du coup ceux qui se sont réjouis de sa mort font l'apologie du terrorisme d'extrême droite. Enfin bref, on va se créer pas mal de nœuds au cerveau avec ça. La réalité est un peu différente, c'est-à-dire que comme pour beaucoup de gens, pas que aux États-Unis d'ailleurs, il y a aussi ce phénomène en France. Vous pouvez tout à fait être issu de familles très conservatrices, de droite, etc. Et ensuite vous arrivez dans un environnement qui ne l'est pas, séparé de votre famille, à l'université par exemple, surtout même à l'université, et vous apercevez que visiblement la majorité des gens sont de gauche, que peut-être vous êtes dans votre post-adolescence et dans une logique de rébellion contre votre carcan familial, etc., dont on imagine en plus de ça peut-être qu'il était un peu strict en tant que mormon, et donc vous vous dites super, j'ai une famille de conservateurs, maintenant je vais devenir full gauchiste. Il y a beaucoup ce phénomène en France aussi, avec des gens qui sont issus de familles qui votent RN, et vous arrivez à l'université, vous dites tous ces gens qui ont plein de diplômes, qui lisent des livres, tout ça c'est formidable. Et les professeurs ont un rôle important, parce que souvent ils ont une espèce de magistère, et là je crois que le corps professoral dans son ensemble aux États-Unis a dû voter quelque chose comme 90 ou 92% pour le candidat démocrate aux dernières élections. Absolument. Donc ils n'ont aucun rapport avec la population. Absolument. Il n'y a aucune corrélation, effectivement. En plus de ça, il y a aussi tout le monde associatif qui est aussi très, très à gauche. Oui. Voilà. Donc il y a tout ce monde-là qui fait que vous êtes beaucoup plus naturellement porté vers la gauche. L'homme est un animal social. Vous voyez que des gauchistes autour de vous. Vous avez envie quand même de rejoindre le groupe et pas d'être exclu du groupe. Donc vous faites en sorte de Et il a beaucoup traîné sur les réseaux sociaux très
extrême. Oui, tout à fait. Il a traîné sur des discords de transsexuels, etc. Ouais. Apparemment, il sortait même avec quelqu'un Il de était en transsexuel. ménage avec un homme qui faisait une transition vers la femme. Oui. Voilà, exactement. Donc ça, c'est pas exactement ce que... Et il y a deux ou trois des symptômes crimes de qui ont droit. été faits là, dans les écoles, etc. Ça a été avec justement des hommes qui avaient fait des transitions vers les femmes. Mhm. Et donc, des médecins disent, vous savez, à ce moment-là, on donne des médicaments tellement forts que peut-être les types, ils sont plus... ils sont pas... Ça leur fait péter le ciboulot, quoi. Ouais, tout à fait. Donc, il y a toute une série de gens aux États-Unis qui se posent la question, est-ce que ça n'a pas quelque chose à voir avec ces mouvements justement pour transporter les hommes en femmes et les femmes en hommes, quoi. Je ne sais pas, je n'ai pas d'idée sur la question, je ne suis pas un spécialiste. C'est des mouvements, effectivement, les mouvements trans qui sont à l'extrême, qui sont très violents. Très violent. Effectivement, il y a quelques semaines, il y a 2 ou 3 semaines, il y avait eu une attaque du coup dans une école, des enfants catholiques. Je ne sais plus si c'était catholique ou juste chrétien, d'ailleurs. Je crois que c'était catholique. En principe, on tape sur les catholiques d'abord. Ouais. Et voilà, c'était fait par un transsexuel. Donc d'ailleurs, c'est plus souvent des hommes qui transitionnent vers femmes, d'ailleurs, plus que l'inverse. La testostérone reste quand même assez élevée chez ces gens-là, même s'ils prennent des médicaments. Et enfin, évidemment, il y a un énorme mal-être et même sans que ça aille jusqu'à l'assassinat. Les mouvements trans à l'égard de personnalités en France comme Marguerite Stern ou d'autres qui disent simplement qu'un homme est un homme et qu'une femme est une femme et que vous avez beau prendre des médicaments, vous resterez un homme, vous resterez un mâle. Y, hein. Voilà, c'est ça. Déjà, si vous faites ça, vous avez la possibilité de vous prendre des menaces de mort. Hein. Ça va assez vite avec ces mouvements-là. Et c'est très important parce que je voudrais faire une petite remarque ici. Le rôle de l'université, c'est d'ouvrir l'esprit des gens. Là, c'est vraiment l'inverse. Hein. Donc, si, la science, c'est de dire il y a XY et il y a XY. Il y a les hommes, il y a les femmes, bon, c'est très bien. Mais si vous expliquez qu'il n'y a pas de XX et de XY, où ça peut se mélanger, que c'est pareil et tout, à ce moment-là, c'est plus de la science, c'est plus de la connaissance, c'est d'endoctrinement. Et le but de l'université, c'est de tout faire pour éviter d'endoctriner les gens. Mais il me semble que c'est un des gros problèmes que nos écoles et nos universités ont eu depuis 30 ans à peu près, c'est qu'on est passé de l'enseignement à l'endoctrinement. C'est-à-dire qu'on ne dit pas aux gens comment penser, mais on leur dit ce qu'il faut penser. Tout à fait. Et je crois que ça, sur les esprits faibles, ça peut avoir un effet monstrueux. Ça. Bien sûr. Et puis, il y a vraiment un effet aussi de chercher à grimper les classes sociales. C'est-à-dire qu'en général, vous allez vous dire, ma famille de redneck, ils n'ont pas lu Foucault et Deleuze. Ils n'ont pas lu les pauvres. Voilà, j'espère, effectivement. Et du coup, ils sont un peu mous du bulbe. Et moi, là, je vois tous ces intellos avec leurs bouquins à la main. J'ai forcément envie de faire partie de ce groupe-là. J'ai l'impression de gravir l'ascenseur social en faisant ça. Et donc, il y a des croyances qui sont... qui sont associés à certaines classes sociales. C'est ce qu'on voit. Plus vous êtes haut gradé dans l'université, plus vous avez de chances de voter à gauche. Donc forcément, vous vous dites, moi j'ai envie d'accéder à ce rang-là. C'est ce que disait Montaigne. Il disait, j'aime les gens de mon pays, vous savez, qui étaient de la région de Bordeaux, parce qu'ils n'en savent pas assez pour raisonner de travers. Ouais. Les universitaires, ils en savent trop, les pauvres. Ouais, c'est toujours... Surtout dans les sciences sociales. Et ça se passe... Bon, vous avez les sciences dures, la physique, etc., mais les sciences sociales, c'est pas des sciences, ça n'a rien à voir avec la science, et donc, quelque part, ça peut laisser passer n'importe quelle imbécilité, alors que pour construire un pont, si j'ose dire, ou le pont il est là, ou le pont il tombe, c'est pas... Vous voyez ce que je veux dire ? Tandis que si vous racontez des conneries comme Foucault, c'est pas grave. Oui, tout à fait. Donc, le coup de dire c'est des sciences sociales, déjà, la science économique, c'est faux. Il n'y a pas de science économique. Il n'y a pas de science sociale, ça n'existe pas. Le mot science ne s'accorde pas à la société puisqu'on ne peut pas faire des expériences à l'identique. On ne peut pas bloquer en disant qu'est-ce qui se passerait si je faisais ça et revenir en arrière, c'est pas possible. Donc le mot de science appliqué à la société et à l'économie, c'est une erreur sémantique qui est volontaire. C'est pour donner un prestige à celui qui est professeur qu'il ne mérite pas.
Tout à fait. J'ai le droit, en tant que sociologue, d'expliquer que si y a un militant trans qui commet un attentat sur des enfants catholiques, c'est à cause du réchauffement climatique, par exemple. Ou du capitalisme. Ou du capitalisme, de n'importe quoi. Je peux l'expliquer, il n'y aura Mais absolument... ça ne sera jamais la faute de ses professeurs. Non, ce sera jamais la faute de ses professeurs. Il n'y aura jamais aucune conséquence négative. Négative. Voire même, je serai plutôt bien accueilli par mes pairs et on dira formidable. Prenez cette place à l'université, à cette université prestigieuse. Donc voilà. À cet égard, je voudrais faire un coup de pub à une connaissance qui est Samuel Fitoussi, qui il y a quelques mois a écrit un bouquin que j'ai lu cet été, qui est remarquable, qui s'appelle Pourquoi les intellectuels ont tort. Oui. Donc voilà, c'est un super bouquin et qui évoque tout ce qu'on dit avec beaucoup plus d'acuité. Samuel Fitoussi, on l'a reçu ici 2 ou 3 fois. C'est un type beau poil, ancien. C'est un chimiste, je crois, à l'origine, tout à fait un scientifique, qui a travaillé à la Commission européenne toute sa vie. Et il disait, au début, on nous demandait de voir comment on allait croître, comment on allait développer les nouvelles inventions qu'on allait faire. C'était vachement bien. Puis petit à petit, ça s'est transformé en comment on allait empêcher les autres de travailler, quoi. C'était. Alors je crois que vous confondez avec quelqu'un d'autre. Parce que... Ça va faire. Non, Samuel Fitoussi, c'est le jeune. Oui. C'est le jeune. Il est tout jeune. Oui, moi je confondais avec le. Il s'appelle pas Fitoussi aussi? Vous confondez avec Furfari. Furfari. Pardon, ma faute. Je retire celui-là. Oui, ce Fitoussi, c'est un petit. Mais Furfari est très bien aussi. Très bien aussi, mais Fitoussi, oui, il est très bien aussi. Je lis ses chroniques souvent, il a beaucoup d'esprit. Oui, pardon, c'est moi qui me suis trompé. Mais oui, voilà, donc il a écrit, c'était son 2e bouquin d'ailleurs, je crois, et il était très bien. Et derrière, ce qui m'a marqué dans les réactions de la classe politique, c'est qu'elles étaient pires en France qu'aux États-Unis. Oui. Moi, je pensais au début que la gauche américaine était peut-être un peu plus radicale. Et en fait, je pense que sans doute, Charlie Kirk était quelqu'un de tellement aimable d'un point de vue humain qu'ils ont été véritablement heurtés. Ils se sont dit, bien qu'il ait des opinions qui soient considérées comme radicales pour eux, ils se sont dit, mais cette personnalité est quand même tellement gentille, tellement portée sur le débat, etc., que ça paraît complètement invraisemblable que quelqu'un ait voulu l'assassiner. En France, c'est très différent. En France, vous avez quelqu'un comme Nathalie Loiseau, par exemple, qui anciennement tête de liste aux élections européennes pour le parti Renaissance, donc le parti de Macron, et qui est toujours d'ailleurs députée européenne donc au Parlement européen, a estimé que Charlie Kirk ne méritait pas une minute de silence au Parlement européen. Alors son premier argument, c'était de dire que c'est pas une personnalité européenne. Alors c'est un argument recevable, sauf que quelqu'un comme George Floyd, par exemple, avait eu sa minute de silence. Donc lui, en l'occurrence, il n'était pas européen non plus. Bref, donc ensuite elle a expliqué que, enfin, quand même c'était un gros fasciste, un gros nazi. Il a dit ça. Souvent c'est des déclarations, des opinions qui souvent sont faux d'ailleurs, ou tronqués, et qui résonnent un peu comme des chefs d'accusation. Finalement. En fait, je peux vous raconter l'histoire, c'est tout à fait extraordinaire. Il était, Charlie Kirk, en bon libéral, il était contre la discrimination positive. Vous savez que les universités devaient prendre tant de noirs, tant de jaunes, tant de je sais pas quoi. Bon, bref. Et ça avait été maintenant, ça a été d'ailleurs entériné par la Cour suprême qui dit que c'est pas démocratique. Donc maintenant, c'est plus permis aux États-Unis. Oui. Et je le disais, mais c'est scandaleux parce qu'il faut donner sa chance aux noirs. Il disait, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est, vous avez une famille, vous allez prendre l'avion, et si vous avez une discrimination positive pour les pilotes d'avion, et que vous dites mon pilote est noir, vous dites est-ce qu'il est pilote parce qu'il est noir, parce qu'il est compétent. Parce que s'il n'y a pas de discrimination positive, vous posez pas la question, vous prenez l'avion, vous vous en foutez. Oui. Et ils ont tiré, Madame Loiseau a tiré, je prendrai pas l'avion parce qu'il est noir, parce que le pilote est noir, et on dit, voyez, il est raciste. Oui. Donc, et vous trouvez ça sur toutes ces, c'est-à-dire qu'il déroulait un raisonnement logique. C'est ce que disait Richelieu. Il disait, donnez-moi 3 phrases d'un homme et je le fais condamner à mort. Oui. Et donc, ils tirent les phrases de leur contexte, et c'est là-dessus qu'ils appuient leurs opinions. Et il n'y a que 2 possibilités. Ou ils n'ont pas lu l'essentiel, et dans ce cas-là, ils ne devraient pas parler. Ou ils ont lu et ils savent, et à ce moment-là, c'est de la manipulation d'opinion, c'est de la triche, et ils devraient être condamnés. Oui. Et donc, je trouve cette façon qu'a la gauche d'enlever une phrase de son contexte et de dire... Il aime pas les noirs. Il aime pas les noirs, etc. Oui. Et donc, vous vous trouvez tout le temps, quand vous êtes dans le domaine public et que vous parlez, avec ce problème. Si je dis, par exemple, quelqu'un, comme le disait ce matin Emmanuel,
Elle avait répondu à quelqu'un qui disait qu'il y avait trop de blancs dans l'intelligence artificielle. Elle avait répondu, il y a trop de noirs dans la finale des Jeux Olympiques. Au 100 mètres, oui, il n'y avait pas beaucoup de... J'ai regardé l'autre jour les Olympiades, là, les championnats du monde, il n'y avait pas beaucoup de blancs. Il n'y a pas dans les 100 mètres. Même s'il y a un blanc, d'ailleurs un Français qui a gagné le 10 000 mètres face à des Éthiopiens. C'était quand même... C'était bien vu. Donc... Et donc, si vous voulez, quand elle était après quelques années après, elle disait, c'est une femme qui dit qu'il y a trop de noirs dans la finale des Jeux Olympiques. Mais vous voyez ce que je veux dire ? C'est une façon dégueulasse d'attaquer les gens. Donc, la gauche se distingue par sa bassesse. Oui, tout à fait. Ils sont toujours bas. Et à chaque fois, c'est que des trucs comme ça. Par exemple, il y avait un type qui avait agressé, je sais plus quel politicien démocrate il y a quelques années, c'était en 2023 ou 2024. Et dans un live, je veux dire, sorti de son contexte, en fait, Charlie Kirk explique à quel point le système judiciaire américain est con, parce que le type, en l'occurrence qui était pour le coup un républicain, pouvait sortir de prison si on lui payait sa caution. Et il trouvait que c'était complètement con, mais à la fois il disait... si quelqu'un veut servir le parti républicain, qu'il paye sa caution et qu'on lui pose 2-3 questions, parce que cette histoire me paraît un peu louche quand même. Enfin bref, donc voilà, il ironisait là-dessus, et ils disent, ah bah vous voyez, il trouvait que c'était une très bonne chose d'avoir agressé le personnel politique démocrate, alors qu'il disait l'exact inverse. Enfin bref, à chaque fois c'est que des trucs comme ça, sortis de leur contexte, donc, voire inventés de toutes pièces. Vous dit quelque chose sur quelqu'un d'autre, eh bien, c'est ce qu'on appelle la réduction ad hitlerium, quoi. C'est-à-dire que... Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est que maintenant, ils ne peuvent plus le faire. Parce que ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'ils ont expliqué que c'était le fils de Trump, et que c'était donc le petit-fils d'Hitler, quoi, si je veux dire, ou l'arrière-petit-fils, puisqu'ils ont assimilé Trump à Hitler depuis au nazisme, au fascisme, c'est la montée du fascisme, etc. Et vous écoutez les émissions de gauche aux États-Unis, c'est marrant. Enfin, si on peut dire. Et aujourd'hui, tout le monde a compris que la réduction à l'hitlérium avait un coût. C'est-à-dire que c'est celui qui disait c'est Hitler qui mettait sur la personne une cible, il faut la tuer. Tout à fait. Et donc la gauche est emmerdée parce qu'elle va devoir discuter maintenant des réalités, pas simplement anatomiser l'autre. Tout à fait. C'est-à-dire que effectivement, traiter quelqu'un de nazi, de Hitler, ça a un coût, effectivement, ça a des conséquences dans la vie réelle. C'est-à-dire que si effectivement vous avez raison, alors... il faut le tuer. Bah oui. Je veux dire, si vous êtes en 42 et que vous voyez justement Hitler dans la ligne de mire, vous tirez. Allemand, vous tirez plus d'une fois. Donc pourquoi ne pas le faire aujourd'hui ? Parce que visiblement c'est la même chose. Donc oui, ça a des conséquences directes. Ça veut dire que ça va les forcer à discuter sur le fond. Ils peuvent plus insulter les gens, dire je ne veux pas discuter avec vous parce que vous êtes hitlérien. Donc je ne discute pas avec un hitlérien. Et d'ailleurs, pourquoi on ne discuterait pas avec Hitler, j'en sais rien, parce qu'on prouverait que ses idées sont cons. Mais il y avait une espèce de truc, il y a des gens avec qui on ne discute pas. Eh bien, la gauche est en train d'apprendre qu'on doit discuter avec tout le monde sans l'insulter dès le départ. Ouais, tout à fait. Parce que en plus de ça, il y a aussi une mise en équivalence. Ça, je l'ai vu même sur des plateaux télé en France, notamment ce bon Nathan Dever qui était autrefois sur CNews et qui était beaucoup moins gauchiste à l'époque. C'était il y a seulement quelques mois, donc et qui aujourd'hui est sur France Info et qui en fait nous explique tout simplement que cette violence politique, en fait, elle est compréhensible parce que elle ne fait que répondre à une espèce de violence verbale de Trump. C'est-à-dire qu'il y a une mise en équivalence d'une quelconque violence verbale qui en plus de ça n'est pas si violente que ça, avec une violence physique qui va jusqu'au meurtre. Alors au passage d'ailleurs, je veux dire que la violence verbale de Trump, elle est tout de même assez limitée parce que dernièrement, suite à l'assassinat donc de Charlie Kirk, il a tout de même enjoint les militants républicains à faire preuve de calme et ne pas répondre par la violence. Et là, il faut dire quelque chose, c'est quand on tue un George Floyd, ce qui est bien triste, il y a des émeutes, il y a des milliards de dollars de dégâts, les villes entières sont mises à feu et à sang, là on tue... Et c'est justifiable d'ailleurs. Et là on tue un représentant tout à fait éminent d'une pensée conservatrice, et il n'y a pas eu un incident. Non. Donc on voit bien, si vous voulez, que le crime est toujours du côté gauche et que de la première occasion,
c'est pour susciter des émeutes. On le voit avec les banlieues, quoi. Quand il y a eu le petit, vous vous souvenez comment il s'appelait, qui a été descendu par un flic quand il faisait un délit de fuite, là. On a eu toutes les banlieues en France qui sont enflammées. Oui, tout à fait. Quand le petit avait été tué dans un autre endroit d'un coup de couteau, le petit joueur de rugby, Thomas, à Crépol. À Crépol, il s'est rien passé, quoi. Donc, encore une fois, on voit très bien la différence. D'un côté, je prends la justice entre mes mains, de l'autre, je respecte l'ordre établi. Tout à fait. Alors, c'est tout, quoi. Et on contraste, par exemple, quand il y a cette vidéo assez connue sur Internet où Trump s'apprête à monter dans Air Force One et on lui apprend juste devant l'avion, sur le tarmac, que la juge de la Cour suprême, Ruth Bader Ginsburg, était décédée. D'une cause naturelle. Voilà, d'une cause naturelle. Elle était assez âgée. Enfin bon, et c'était une opposante très vocale à Trump. Voilà, d'ailleurs, elle a dit elle disait de son vivant qu'elle siégerait jusqu'à sa mort juste pour s'opposer à Trump. Et Trump, dans une réaction qui semble très, très sincère, se montre désolé et dit que c'était une femme formidable avec une grande carrière et que voilà, il n'était pas bien d'accord sur beaucoup de points, mais qu'elle méritait le respect, etc. Même Jean-Marie Le Pen, quand Jacques Chirac est décédé, il avait tweeté mort, même l'ennemi a droit au respect. Enfin, voilà, il y a une culture là-dessus qui est vraiment très différente. Oui, c'est que, encore une fois, c'est la culture de la disputatio. C'est-à-dire, quand moi j'ai été élève chez les Jésuites, on organisait des espèces de discussions où justement on apprenait à défendre un sujet ou un autre et puis à l'attaquer. Et c'était assez rigolo parce que c'est une joute intellectuelle. Et lui, ce brave Charlie Kirk, il était extraordinairement doué pour ça parce qu'il avait une façon de débattre tout à fait. Qui était tout à fait remarquable. Et puis il a souvent roulé les gens dans la farine. Et il le faisait, mais très gentiment, sans aucune agressivité. Et là, maintenant, on en arrive à un point où, dans le fond, il y a toute une partie de c'est là ce qui me surprend le plus, moi qui connais bien les États-Unis, qui y ai vécu, c'est que, dans le fond, autrefois, on était des adversaires. Mais dans le fond, au fond, les gens que je connaissais quand j'étais jeune aux États-Unis, les hommes politiques, voulaient le bien du pays. Ouais, il y avait différentes façons d'y arriver, mais dans l'ensemble, ils voulaient le bien du pays. Aujourd'hui, dans l'autre camp, et c'est très net chez un homme comme Mélenchon, par exemple, ne sont pas des adversaires, sont des ennemis. Et donc, des ennemis, si vous voulez, ça veut dire que vous êtes en guerre contre eux et qu'il faut les tuer. Donc, la différence entre un adversaire et vous acceptez votre défaite, c'est-à-dire quand je jouais au tennis, quand je jouais contre un type qui me battait, je lui serrais la main à la fin. C'était la moindre des choses. Puis j'allais serrer la main de l'arbitre. C'était tout à fait, si on a bien, c'était tout à fait bien, mais cette façon de passer de l'adversaire à l'ennemi s'est produite dans les dernières années, et ça, c'est une perte de substance démocratique phénoménale. Tout à fait. Autrefois, on pouvait vivre avec ceux qui nous étaient opposés politiquement. Mais d'ailleurs, on avait des copains qui étaient de gauche. Moi, quand je suis parti à Londres en 81, la moitié de mes copains étaient de gauche, quoi. Ils avaient voté Mitterrand comme des cons. Ils avaient voté Mitterrand comme des cons et tout. Et bon, c'est pas pour ça que je leur en voulais, quoi. C'était... Je disais, bon, ils résonnent comme des planches, mais c'est pas... Mais ceci dit, j'étais pas tellement enthousiaste sur Giscard non plus, hein, mais... Oui, non. Donc, mais cette façon de considérer que l'autre est un ennemi est quelque chose que je trouve nouveau. Oui. C'est apparu récemment. Oui, effectivement, c'est apparu récemment. Oui. On a l'impression que la politique est très liée à l'existence même. D'ailleurs, en fait, ça va de pair avec le fait que la politique aussi concerne beaucoup plus l'identité. C'est-à-dire qu'on se sent beaucoup plus menacé dans son identité, dans ce à quoi on appartient, dans oui, et puis en plus, ce qui me surprend le plus, c'est que, si vous voulez, vous vous engueulez de façon effroyable avec des gens que vous aimiez bien et puis vous les voyez plus jamais. Et c'est pour savoir si les calottes glaciaires fondent ou pas, quoi, sur lequel vous et lui n'ont strictement aucun impact. Oui, c'est vrai. Donc moi, ce que je trouvais extraordinaire, c'est que nous, on s'engueulait sur des sujets précis, quoi. Je sais pas, la guerre d'Algérie, il se passait des trucs, c'est rigolo, quoi. Enfin, rigolo. Mais là, parce que là, les gens se mettent dans des états pas possibles pour savoir... On l'a vu au moment du Covid. Au moment du Covid, si vous voulez, si vous refusiez de porter le masque, moi, je me souviens, j'avais un masque qui était très beau. Et j'avais fait un trou dans mon masque et j'avais mon cigare qui sortait, quoi. Ouais. Et je me baladais dans la rue comme ça. Les gens étaient dans tous leurs états. Mais c'était une façon
de dire j'en ai rien à foutre de votre masque, quoi. D'ailleurs, ce que je veux dire, c'est, les gens ne trouvaient pas ça drôle du tout. Ouais, ils me détestaient. Ouais. Quelqu'un qui revendique sa liberté individuelle, dans le monde dans lequel on est revenu aujourd'hui, je suis seul, je suis maître de moi comme de l'univers, et je vous emmerde, tout le monde lui tape dessus. Ouais. Et encore une fois, sur la nazification de l'ennemi, en fait, il y a un truc que je comprends pas sur la différence de réaction entre certaines personnalités en France. Je repense encore une fois à Nathalie Loiseau, mais aussi à d'autres, qui comprennent tout à fait le concept de fatwa venant de la religion musulmane et qui comprennent tout à fait la nécessité de défendre la liberté d'expression quand il y a des gens comme Salman Rushdie qui sont victimes de tentatives de meurtre terroristes, ou que ce soit la rédaction de Charlie Hebdo, que ce soit Samuel Paty par exemple. C'est rigolo parce que moi je me sens Charlie. Oui, aujourd'hui. Tout à fait. Parce que le pauvre Charlie, il a été descendu. Oui, tout à fait. Et à la limite. D'ailleurs, il y en a qui ont ressorti le même slogan, je suis Charlie, etc. Et moi, ce qui me surprend le plus avec cette histoire, c'est que j'avais un vieux copain qui était avec moi en fac à Toulouse, on était ensemble, là, qui a été tué au moment de Charlie Hebdo. Mais Charlie Hebdo, Dieu sait que je suis pour la liberté d'expression, mais il pouvait raconter ce qu'il voulait, je m'en foutais, mais c'était pas ma tasse de thé. Quoi. Oui, moi non plus, mais enfin, ça fait rien, on les a tués, c'était complètement insupportable. Mais on a tout. D'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de monde qui lit Charlie Hebdo, mais tout le monde comprenait la nécessité de protéger le principe de la liberté d'expression, et que c'est pas parce que on cherche des noises aux musulmans ou à une autre religion que derrière on doit se faire fusiller. D'abord, en plus, si j'ose dire. Juridiquement, constitutionnellement, j'ai le droit de dire du mal de la religion musulmane. Je veux dire, le crime de blasphème n'existe plus dans la loi française depuis 1793, où il était aboli par la Convention, je crois. Donc, une critique raisonnée de l'islam est quelque chose qu'il faut faire. Oui. Tout à fait. Et là, en fait, on a l'impression que, simplement, si... Ce que faisait d'ailleurs aussi Charlie Hebdo, Charlie. Ouais. Charlie, quand on lui posait des questions sur l'islam, parce qu'il était très, très, très compétent. D'abord, c'était un chrétien... c'est un chrétien tout à fait convaincu. Et oui, c'est le moins qu'on puisse dire. On peut dire, il prêchait Jésus, j'ose dire, mais en même temps, il était là, et sur la critique de l'islam, il posait des questions aux gens qui lui disaient pourquoi vous êtes contre. Il disait alors, est-ce que c'est vrai que, et à chaque fois, le type est obligé de répondre oui. Et il disait, si vous voulez, si ça vous fait rien, c'est pas ma tasse de thé, quoi. Mais ce que je veux dire, c'est, est-ce qu'il est vrai que les hommes et les femmes n'ont pas les mêmes droits à l'héritage? Est-ce que c'est vrai que... Bref, donc il posait des questions qui étaient intelligentes et qui permettaient de dégonfler la baudruche. Mais dans le fond, ce qui se passe, c'est que la gauche est devenue obtuse. La grande différence, c'est que moi, quand j'étais jeune, il y avait une gauche intelligente. Et maintenant, on a une gauche obtuse. Oui, on a l'impression chez ces gens-là qui, du coup, ont défendu Charlie Hebdo, etc., et à juste titre, pour protéger la liberté d'expression. On peut avoir cette impression que si c'était pas la rédaction de Charlie Hebdo qui était visée... Qui était de gauche, oui. Enfin, c'était des anards. Voilà. Mais que ça avait été celle de Valeurs Actuelles, par exemple, ils n'auraient pas eu la même sympathie. Ah non, il n'y aurait pas eu un bruit, là. Alors que la chose inverse est vraie. Pour le coup, tous les conservateurs ont soutenu Charlie Hebdo. Les conservateurs savent très bien que la liberté d'expression, c'est essentiel, parce que ça leur permet... ils savent très bien que dans tous les régimes de gauche, il y a deux choses qu'on fait. On essaye de s'attaquer à l'Église catholique et on essaye d'empêcher les gens de penser. C'est les deux trucs que vous retrouvez dans tous les régimes de gauche. Ouais. Enfin bon, je trouve que cette classe politique française est encore pire que la classe politique américaine. Elle est vraiment pas à la hauteur du moment. Voilà. Ça veut pas dire que tous les centristes ou tous les gens de centre-gauche ont applaudi dès demain l'assassinat de Charlie Kirk. Mais enfin, voilà, les personnalités comme Nathalie Loiseau ou même Dominique de Villepin qui a dit un peu à demi-mot que globalement il était pas pour le mode opératoire, mais que ce Charlie Kirk l'avait bien cherché. C'était un peu son propos à demi-mot. Je trouve que c'est vraiment pas à la hauteur. Voilà, je trouve que c'est... Non, ça prouve qu'ils ont des principes à géométrie variable, si vous voulez. Tout à fait. La liberté d'expression, c'est un absolu. C'est quelque chose avec lequel vous ne pouvez pas transiger. C'est pour ça que aux États-Unis, l'amendement numéro
1 de la Constitution, c'est le Congrès des États-Unis ne fera pas de loi pour empêcher la liberté d'expression. Ouais. Point. Ouais. Tandis que nous, on a la loi Guesso, on a la loi Pleven, on a 25 trucs qui nous empêchent de nous exprimer. Et ce qu'essaye de faire l'Europe, c'est de mettre de plus en plus de sujets sur lesquels on n'a pas le droit de parler. Tout à fait. Et donc, on voit bien que... Nathalie Loiseau, un de ses grands dadas, c'est la censure des réseaux sociaux. Hein. Elle déteste ça. Elle déteste que je comprends ça. Si j'étais nul, je comprendrais Ouais. C'est elle qui faisait. Elle a fait une campagne d'ailleurs complètement nulle, mais enfin, Ouais. c'est pas grave. Je rappelle d'ailleurs au passage qu'elle a été directrice de l'ENA. Hein, donc c'est quand même, c'est censé être la pointe de l'élite. Mon pauvre monsieur. Ça ne m'étonne pas qu'on ait les résultats qu'on ait à l'heure actuelle. Ouais, effectivement. Enfin, voilà. L'ENA, c'est l'anagramme d'Anne. C'est vrai. Et il y a encore d'autres arguments, d'autres prétextes qui ont été donnés. Par exemple, j'ai trouvé ça mais d'une idiotie. Enfin, il faut vraiment être complètement idiot pour sortir ça. C'est-à-dire qu'il était pro arme à feu. Donc finalement, il mérite d'être fusillé par arme à feu. On peut difficilement être fusillé par autre chose d'ailleurs. Oui, mais si on laisse ce qu'on ne dit pas sur les armes à feu aux États-Unis, c'est que la raison pour laquelle les pères fondateurs des États-Unis, les constituants, ont donné l'arme à feu, c'est qu'ils savent très bien que dans un régime normal, l'armée appartient au gouvernement, et que donc à ce moment-là, si les citoyens ne sont pas armés, il peut tout à fait y avoir une dictature imposée par l'armée. Donc c'est peut-être pas par hasard qu'aux États-Unis, depuis 2 siècles et demi que la Constitution existe, ils n'ont jamais eu de coup d'État militaire, Ouais. alors qu'ils ont l'armée la plus puissante du monde. Ouais. Donc c'est peut-être parce que les soldats savent qu'ils risquent de trouver des gars avec des fusils automatiques devant eux, quoi. Donc armer le citoyen, il ne faut pas oublier que le but de la Constitution américaine, c'est de protéger chaque citoyen contre son État. Oui. Et donc la solution, c'était que le citoyen soit armé. Ça fait des victimes collatérales, mais... Ça a été le cas aussi chez nous pendant la Révolution, d'ailleurs. Oui, mais les pauvres gars en Vendée, le premier génocide de l'histoire, c'était pas le premier génocide, il y avait les Mongols qui avaient déjà tué pas mal de monde, mais c'était le premier génocide pour des raisons religieuses aussi. Ouais, sans doute le premier génocide en France, en tout cas. En tout cas, ça en fait aucun doute. Ouais. Et enfin bref, et au passage, moi je suis pro voiture, ça veut pas dire que je mérite de me faire écraser sur l'autoroute. Enfin bon, bref. Voilà pour Charlie Kirk, évidemment paix à son âme, c'est un immense personnage de la droite américaine de ces 25 dernières années. Cette espèce de chose, vous savez, il y avait une expérience que j'ai déjà expliquée où on filait de l'électricité à un gars, vous savez, puis il sautait partout, et il y avait un professeur qui était là en blouse blanche, et puis il disait augmentez la dose, augmentez la dose, augmentez la dose. Et c'était donc des figurants à chaque fois, le malade, enfin, celui qui... Et la salle demandait à ce qu'on augmente, etc. Sauf s'il y avait un gars qui se levait et qui disait « Arrêtez les bêtises, ce type est en train de souffrir, je ne souffre pas ». À ce moment-là, vous aviez plus de la moitié des étudiants qui se mettaient du côté « il faut arrêter l'expérience Ouais. ». Et donc, on retrouve la vieille phrase de Burns qui disait « Rien de mal ne peut arriver à un pays si les hommes d'honneur se lèvent à temps ». Tout à fait. Et ce qu'était Charlie, c'était un homme d'honneur. Il s'est levé à temps et il l'a payé de sa vie. Et pour moi, si vous voulez, c'est une vie réussie. Ouais. 31 ans. Ouais, c'est mais remarquable. Il s'est levé à temps, et il a fait le nécessaire, et il a payé de sa vie. Ouais, il a fait en moins de 10 ans ce que plein d'hommes n'arrivent pas à faire en une vie entière. Enfin, c'est absolument remarquable. C'est une tragédie pour sa famille en premier lieu, et puis pour les États-Unis, et surtout pour la droite américaine, parce qu'ils perdent vraiment une personne d'immense valeur. Oui, mais il a montré l'exemple. C'est le vieux truc de l'Église catholique, le sang des martyrs. C'est ça qui crée les chrétiens. Ouais. On espère simplement qu'il y aura quelqu'un, ou au moins un collectif capable de reprendre. Vous savez, il y a des collectifs qui se créent dans les universités pour demander l'arrivée de tel ou tel truc. Il y a 25 000 collectifs dans les universités américaines qui sont créés dans la dernière semaine pour demander à ce qu'on leur amène des idées de Charlie Kirk. Donc, il a fait son boulot. Ouais. Ils ont tué l'homme, mais pas l'idée. Ils ont tué l'homme, mais pas l'idée. C'est exactement ça. Ensuite, ce qui se passe chez d'autres gens qui parlent anglais, ceux d'origine, les Anglais justement, il y a eu une assez grosse manifestation le week-end dernier à Londres
manifestation contre l'immigration qui, alors selon les organisateurs, ça a réuni 3 millions de personnes. Selon la police, ça a réuni plutôt 110 000, 150 000 personnes. C'est du pipeau, j'ai vu l'hélicoptère, il y en avait... Bon, à mon avis, la réalité, c'est... 1,5 million, 2 millions, moi je dirais. Moi, je dirais un peu moins, peut-être plusieurs centaines de milliers, mais ça reste titanesque. C'est la plus grosse manifestation qu'il y ait jamais eu en Angleterre. Ah ouais, non, mais c'est titanesque. C'est absolument titanesque. Réussir à faire ça à Londres, sachant que Londres, c'est... j'ai envie de dire... De manière un peu caricaturale, c'est pas tout à fait vrai, mais de manière caricaturale, il n'y a que des paquis ou des gauchistes. Donc, non, c'est à peu près ça, mais si vous voulez, à Londres, en plus, il n'y a que 50% de la population, même un peu moins, qui soit d'origine anglaise. Ça, c'est vrai, c'est factuel, ça. Ça, c'est factuel. Oui. Donc j'imagine qu'il y avait peut-être des paquis qui manifestaient, mais je suis pas sûr. Peut-être. Bah, d'ailleurs, il y a des observateurs qui ont dit qu'il y avait beaucoup de blancs, que d'ailleurs, c'était une très mauvaise chose. J'en ai vu un sur LCI dire que, oh là là, il y avait beaucoup de blancs, c'est sans doute une manipulation des Russes. Alors, si les Russes arrivent à faire ça, moi, je suis désolé, mais c'est juste très très fort. C'est vraiment... Ils sont balèzes, ces Russes. Hein. Ah ouais, là, c'est vraiment balèze, parce que je trouve que c'est beaucoup plus impressionnant que de conquérir l'Ukraine. Ils ont du mal, d'ailleurs. Oui, ils ont du mal. Donc, mettre 2 millions de blancs dans la rue à Londres pour manifester non, ce qui se contre passe, si vous l'immigration, voulez, c'est pas rien. L'Angleterre, c'est un petit peu l'endroit où est la démocratie, la mère de tous les parlements, enfin, etc. Et ils ont un certain nombre de choses auxquelles ils sont très attachés, c'était leur souveraineté. Mm-hmm. C'est pour ça qu'ils avaient voté pour sortir de l'Europe, c'est que leur souveraineté était... toutes les lois étaient passées par des corneaux à Bruxelles, et puis c'était plus leur parlement. Donc moi, j'avais dit aux gens, ils vont voter pour sortir, et tout le monde m'avait dit, mais t'es complètement fou, et puis ils l'ont fait. Et alors, ce qui s'est passé, c'est que aussi bien les conservateurs que les travaillistes qui ont été au pouvoir après ont tout fait pour qu'ils ne sortent pas effectivement. C'est-à-dire qu'ils sont, par exemple, les Anglais sont toujours dans la Cour européenne des droits de l'homme, quoi, oui, 7 ou 8 ans après. Et donc, ils ont fait une espèce de Sarkozy lent, si vous voulez, où ils essayaient de regarder le contact, on va revenir, vous inquiétez pas, Et ça agace beaucoup les Anglais. Et ils menaient même des négociations en sous-main pour faire une espèce de rentrée en douce. Et le roi a été au courant et a convoqué Starmer et lui a dit, dites donc, ça c'est des trucs qui doivent être discutés par le Parlement. Vous n'allez pas signer des trucs qui ne seront pas discutés par le Parlement parce que ça engage la nation et tout. Donc Starmer s'est fait... Donc on sent bien que cette espèce de classe mondialiste qui a pris le pouvoir, à Londres, à Paris, en Allemagne et à Bruxelles, inutile de vous dire, ces gens-là ont décidé une fois pour toutes qu'ils empêcheraient le retour des souverainetés nationales. Or, ce que les Anglais veulent, c'était de gouverner par des Anglais, au bénéfice des Anglais. Ouais. Et la façon d'empêcher la souveraineté nationale, c'est de faire venir 5 ou 6 millions d'émigrés qu'on va mettre sur les listes électorales le plus vite possible et qui permettront de ne jamais revenir en arrière. C'est ce qu'on fait en France aussi. Et les Anglais ont vu la manœuvre et disent, ça vous fait rien, on veut pas. Donc on a aujourd'hui parti en Europe, en Allemagne, en France et en Angleterre en tout cas, une espèce de distorsion terrible entre la légalité du gouvernement et la légitimité. Ouais. Ces gouvernements sont légaux, mais le gouvernement de Macron n'est pas légitime, le gouvernement de l'Allemand n'est pas légitime, le gouvernement de l'Anglais n'est pas légitime. Donc c'est des situations pré-révolutionnaires, émeutière. Tout à fait. Et d'ailleurs, je dois dire que cette grande manifestation à Londres, malgré le monde, s'est faite largement dans le calme. Hein, oui, il y a eu 22 gars qui ont été arrêtés, je crois, c'est parce qu'ils étaient sous. Oui, alors ça m'étonne pas. En Angleterre, un Anglais qui manifeste. 22 sur 2 millions, oui. C'est peu. Ah, franchement, oui, ils me déçoivent un peu. Hein, oui. Donc oui, apparemment, les problèmes principaux en termes de dégâts matériels, c'est des graffitis. Voilà, il y a quelques graffitis, et puis il y en a un qui fait, Bansky, là, qui fait des dessins sur les... qui est un talent fou, celui-là. Oui, tout à fait, qui a fait un dessin. Alors, en plus, ça, l'histoire est dingue. Il fait un dessin montrant un Anglais qui se fait en quelque sorte alpaguer par un juge. Écrasé par la justice. Écrasé par la justice, voilà. Un citoyen anglais écrasé par la justice. D'ailleurs, je savais pas que Banksy faisait des trucs. Oui, on pourrait le faire en France aussi. Mais disons que contextuellement, ça correspondait vraiment à la fenêtre en Angleterre, avec ce qui se passe en ce moment. Et le gouvernement a décidé de censurer le machin. Ils l'ont effacé. Donc ils l'ont effacé, mais en fait ils ont pas réussi à l'effacer complètement, et donc il reste la trace du truc, et donc on voit toujours un peu le dessin mais qui a été effacé, et en fait c'est encore
Enfin, c'est bien ça meilleur. rend le truc encore plus génial parce que ça montre à quel point il a raison, quoi. Le pauvre anglais, écrasé par sa justice et son gouvernement, quoi. C'est un petit peu ce qui se passe en France. On est écrasé par la justice. Tout à fait. Et aux États-Unis, parce que la semaine avant que Charlie meure, il y avait une pauvre fille qui était une Ukrainienne qui était dans un tramway à Charlotte, tout à fait. qui s'est fait égorger comme ça sans ni raison par un gars qui passait d'elle. C'était filmé et on voit dans ce tramway, il y avait 4 ou 5 personnes. La fille est égorgée, elle perd son sang, elle demande à l'aide et les autres personnes descendent. Oui. Personne ne vient l'aider. Donc vous vous dites, mais dans quelle société vivons? Une jeune femme se fait égorger, elle demande à l'aide, et les 4 ou 5 personnes qui étaient dans la descendent et s'en vont. Oui, tout à fait. Mais c'est une société qui est... Oui, d'ailleurs, les États-Unis étaient en plein dans cette polémique-là au moment où Charlie Kirk s'est fait assassiner. S'est fait assassiner, donc les gens se disent, il y a quelque chose qui ne va pas dans notre société, quoi. Ouais. Et ce type qui l'a égorgé, c'était un type qui était passé 12 ou 15 fois devant le juge et qui aurait dû être en prison et qui avait été libéré par tous les juges. Donc il se passe un phénomène aux États-Unis. Je ne sais pas si je suis d'accord ou pas d'ailleurs, mais que les juges soient rendus responsables à partir d'un certain moment de leurs décisions. Oui. C'est-à-dire si vous mettez un type, si 12 fois de suite il se présente et que vous ne le mettez pas en tôle, vous pouvez avoir une responsabilité personnelle du juge s'il y a un pet derrière. Je ne sais pas si je suis d'accord d'ailleurs. Oui, en fait, le grand problème, c'est que moi, je suis pour une justice plutôt indépendante et je trouve que je suis contre un système de responsabilité si globalement la justice est responsable. Si globalement on observe que la justice est irresponsable, il faut peut-être prendre ce genre de décision un peu extrême pour rétablir une sorte d'équilibre. Mais c'est toujours très compliqué. C'est une décision très compliquée, mais je comprends que les gens soient agacés de voir... toujours, vous allez en France, dans n'importe quel commissariat, on vous amène un gamin de 17 ans, il l'arrête et tout, et puis le lendemain matin, il est dans la rue à nouveau. Ouais. Donc il y a quelque chose qui colle pas. Oui, bien sûr, il y a quelque chose qui cloche, bien sûr. Et on pourrait croire au moins que la justice américaine est plus difficile, plus dure que la nôtre. Ça dépend où. Bien sûr, alors il y a des... Au Texas, vous n'avez pas de problème. Non, c'est sûr, au Texas, c'est extrêmement dur, mais ça fonctionne. Et on pourrait prendre peut-être l'exemple le plus extrême, je pense que c'est sans doute le Salvador aujourd'hui, où pareil, là on passe dans une quasi-dictature et avec l'espérance, selon le chef d'État lui-même, de derrière revenir sur un État un peu plus libéral. Mais une fois que... Il n'y a pas eu un crime depuis un an. Il n'y a pas eu un crime depuis un an, effectivement. Donc la question, c'est est-ce qu'on doit protéger le coupable ou est-ce qu'on doit protéger la vieille dame? C'est ça la question, c'est ça. On en a souvent discuté ensemble d'ailleurs. Ouais, tout à fait. J'ai pas de solution. Non, moi non plus. Mais c'est, en tout cas, à l'heure actuelle, c'est le système asiatique où c'est la famille qui s'occupe de délinquants. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est un système... le truc, c'est que la société, par sa base, participe à cela. Ouais. Et là, on doit considérer qu'il y a des familles ou des groupes qui sont plus criminogènes que d'autres. Et ensuite, c'est par le haut qu'on doit régler ça. Je ne crois pas que ce soit possible. Non. Enfin bref. Donc ce qui se passe en ce moment en Angleterre, au Royaume-Uni, c'est une immigration qui a beaucoup augmenté après le Brexit et encore plus après le Covid. À partir de 2021, ça a vraiment explosé. Alors en 2024, ça a un petit peu baissé par rapport à avant. Sous Keir Starmer, c'est dire la surprise. Et surtout, ce qui a beaucoup augmenté en fait après le Covid, c'est l'immigration non européenne. Parce que dans le texte, un des... dans les grands reproches qui étaient faits à l'Union européenne pour la campagne du Brexit, c'était justement toute cette immigration, y compris l'immigration européenne. Il y avait cette image du plombier polonais qui venait empêcher il venait manger le pain des boulangers. Voilà, c'est ça. Donc c'était très problématique. Aujourd'hui, le problème des Anglais, c'est plus tellement le plombier polonais, c'est le tout venant qui vient du Pakistan, d'Inde ou d'Afrique. D'Afghanistan, du Pakistan. Oui, tout à fait, dans cette zone. Et ce qui est un petit peu inquiétant, c'est qu'il n'y a que des hommes. Oui, aussi. Il n'y a que des hommes, il n'y a que des hommes, que des hommes, que des hommes. C'est-à-dire que l'immigration aujourd'hui, c'est devenu une immigration complètement... C'est pas des familles qui viennent s'installer, c'est des mecs tout seuls. Oui, et ça, ça crée des problèmes, parce que, mettons, notre civilisation n'est pas la même, quoi. Oui, c'est que les femmes sont pas très, très, très à l'aise, là. C'est clair. En plus de ça, c'est quand même dans le contexte aussi de la polémique des grooming gangs qui a été remise sur le tapis l'an dernier. Dont le responsable était d'ailleurs...
Starmer. Starmer, qui était procureur à l'époque. Ouais. Voilà. Et il y a aussi cette histoire des drapeaux anglais qui ont été vilipendés par la presse et aussi par certaines municipalités, comme celle de Birmingham. Donc voilà, il y a des municipalités qui décident de retirer le drapeau anglais, pas le Union Jack, le drapeau anglais, donc la croix de Saint-Georges, la croix rouge sur blanc, mais de garder, par exemple, le drapeau palestinien. Voilà, c'est le genre de truc où on se dit, ah d'accord, donc c'est ce drapeau-là maintenant que vous savez, doit c'est ce qu'avait accepter. dit, je crois, c'était Onfray qui était assez intelligent. Il dit alors au Parlement français, c'est embêtant, parce qu'il y a un tiers qui suit le drapeau français, un deuxième tiers qui suit le drapeau européen, un troisième tiers qui suit le drapeau palestinien. Alors c'est difficile Oui, de c'est savoir. difficile de gouverner. Et c'est un peu ce qui se passe aux États-Unis. Il y a encore toujours des gens qui sont pour le drapeau palestinien, pas aux États-Unis, en Angleterre. Et ça aussi, ça crée des dissensions, parce que on fait monter une espèce de particularisme musulman. Oui. Oui, on accepte qu'il y a un État dans l'État, quoi. Voilà. Ouais. Et il y a certains tribunaux qui commençaient quasiment en Angleterre à accepter la charia, Ouais. qui demandaient les conseils des imams locaux pour savoir comment il fallait traiter cette femme adultère. Quoi. Oui, qu'on considère qu'on doit, On doit suivre leurs coutumes à eux. Voilà, tout à fait. C'est d'ailleurs, ça a été une pratique française pendant un moment. On avait ce droit, on regardait le droit de la personne donc qui était jugée. On se disait, bah, dans sa loi à lui, comment il doit être condamné. Par exemple, dans la loi du Mali, eh bien, la polygamie est parfaitement autorisée. Voilà. Sauf qu'avant, quand on faisait ça en France, c'était par rapport quand même à des contrées qui elles-mêmes étaient sur le territoire. C'était pas par rapport à des pays qui se situent à 12 000 km, quoi. Voilà. Donc forcément, c'est un peu gênant, surtout quand ces pratiques-là peuvent être totalement contraires, non pas différentes, mais contraires à la pratique culturelle locale. Et puis en plus, si vous avez 4 familles, comme certains Maliens aujourd'hui en France, ça veut dire qu'il y en a 3 qui sont des mères sans père, donc les subventions arrivent par tombereau épée. Donc on subventionne en fait la polygamie. Oui. C'est-à-dire qu'on a décidé en tant que modèle social et culturel que la polygamie c'était pas bien, ne serait-ce que soit parce qu'on n'aime pas ça, soit parce qu'on juge que c'est dysfonctionnel, soit les deux. Et on considère maintenant que si on revient à ça, malgré tout, c'est pas très grave et on va faire avec. Enfin, Vous savez ce que c'est que la bigamie ? Non. C'est d'avoir une femme de trop. Et attendez, et la monogamie, c'est pareil. Faut pas la répéter celle-là. Ça tombe bien, je pense qu'il y aura des dizaines de milliers de personnes qui vont l'entendre. C'est une grosse blague. Hein. Si on a toujours une de trop, j'ai envie de dire autant être bigame. Hein. Ouais, absolument. Enfin bref. En plus de ça, on a déjà commenté ce fait aussi, mais Keir Starmer, donc le Premier ministre anglais, est très rejeté dans l'opinion. Il avait déjà battu un record de vitesse en termes d'impopularité après son arrivée à Downing Street. Aujourd'hui, son impopularité, elle atteint environ 40% d'opinions négatives en différentiel, c'est-à-dire 22% d'opinions favorables et puis plus de 60% d'opinions négatives. Donc de plus en plus de gens sentent que le gouvernement est fragile et appellent à sa démission. Alors parfois ça marche, parfois ça marche pas. Donc j'ai envie de dire ce qu'on va essayer de faire le parti de travail, j'imagine, c'est de mettre un deuxième, de le virer et de mettre un autre gars. Voilà, exactement. Mais ce que veut le peuple, c'est des élections. Voilà, ce que voudrait le peuple, c'est des élections, parce qu'aux dernières élections, le paysage politique était un peu flou. C'est pour ça qu'il y avait 3 partis. Vous avez le parti de Farage, les conservateurs et l'autre. Donc, comme Farage a pris plein de voix conservateurs, le Parti Travail s'est trouvé en tête dans 400 circonscriptions et ils sont passés avec 30% des voix. C'est-à-dire qu'ils avaient moins de voix, c'est le plus petit nombre de voix qu'ils avaient eu depuis 1945, et avec ça, ils ont eu 400 députés. Oui, donc, on a un Parlement qui est complètement minoritaire. Voilà, c'est-à-dire qu'on était dans le contexte où Reform, donc le parti de Nigel Farage, était en train de monter et les conservateurs étaient en train de descendre. Ils se sont croisés au milieu à peu près au moment de l'élection. Et voilà. Et du coup, forcément, ça a divisé les voix plutôt de droite, les voix conservatrices en fait. Hein. Donc, selon les derniers sondages d'intention de vote, le Reform de Nigel Farage est en tête assez largement, autour des 30-35% de. Qui est énorme. Voilà, ce qui est assez énorme, hein, ce qui est digne. Il va liquider le Parti conservateur. Voilà, c'est ça.
donc plus de 10% devant le Labour qui est crédité d'à peu près 20% d'intention de vote. Les conservateurs sont derrière à peu près 14, 15, 16, 17%. Donc les conservateurs sont en train de descendre tranquillement et à chaque fois ça fait un vase communicant en faveur du Reform. Donc alors après avec le système électoral de l'Angleterre, majoritaire à un tour. Voilà, donc ça veut dire le premier arrivé gagne. C'est difficile de prédire quelconque résultat en termes de sièges au Parlement, mais enfin si on avait des résultats comme ça en termes d'intention de vote, admettons Reform à 33, le Labour derrière à 21, 22 et puis ensuite les conservateurs à 15, le Reform serait largement majoritaire avec une bonne marge. La mort du Parti conservateur. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que Farage, qui a commencé sa carrière au Parlement européen et qui a réussi à faire sortir l'Angleterre de l'Europe, est fondamentalement un conservateur. Mais que les conservateurs, qui sont vous savez ce qu'on appelle la gentry, les gens comme il faut en Angleterre, n'ont jamais accepté Farage parce que c'était un vaurien, un va-nu-pied. Ouais. Il avait travaillé comme dans la City en faisant du spiel sur les matières premières. Donc c'était pas un type, c'était pas l'un d'entre eux. Il avait pas été à Eton. C'est pas quelqu'un de raisonnable. C'est pas quelqu'un qui avait été à Eton comme. On va pas l'inviter dans les dîners. On va pas l'inviter. Et donc ce type à lui tout seul aura fait sortir l'Angleterre et peut-être aura détruit le Parti conservateur parce que le Parti conservateur aurait dû le prendre comme chef il y a 10 ans et on n'aurait pas les problèmes qu'on a aujourd'hui. Mais clair. Ces crétins de conservateurs ont préféré couler leur parti que de faire venir ce gars. Quoi. Oui, c'est assez dingue. C'est une vanité. Et d'ailleurs, en fait, au début, ils ont souhaité s'y opposer en se voulant moins droitier, moins radical. Voilà. Et aujourd'hui, maintenant qu'ils voient que c'est lui qui a du succès, ils essayent de le rejoindre le plus possible sur ses positions, mais on en va dire, quelque part, si vous copiez le produit, autant avoir le produit direct. Ça sert à rien de vous faire confiance, puisqu'on a le produit d'origine juste à côté. Donc ça sert vraiment à rien. Et même ce que j'ai vu dans cette année 2025, pour ce mouvement politique, c'est assez curieux, parce que alors d'un côté, le parti a réussi à devenir d'abord la première force d'opposition prenant la place des conservateurs, puis le premier parti tout simplement en termes d'intention de vote, et en plus de ça en prenant de la marge. C'est aussi l'année où je trouve Nigel Farage a trouvé des limites du côté de la frange vraiment militante de la droite radicale, qu'il trouve trop mou sur l'islam et l'immigration, voilà. Donc alors derrière, ça n'a eu aucune conséquence en termes d'intention de vote, si ce n'est même peut-être des conséquences positives, parce que peut-être que en fait ça contribue à ce que l'opinion le trouve comme peut-être moins sulfureux que ce comme il le percevait auparavant. Mais par exemple, un ancien membre du Parlement de Reform, Rupert Lowe, avait été exclu du mouvement parce qu'il était trop radical. Il voulait que le parti ne se contente pas de réduire l'immigration, mais il évoquait la nécessité de déportation massive. Donc Nigel Farage trouvait qu'il était un peu trop bruyant, un peu trop vocal. Il a dit bon, ça dégage. Pareil, Farage a voulu prendre ses distances depuis presque un an maintenant avec Musk et la Trumposphère. Il s'est dit bon, tout ça c'est sympa, je soutiens aux États-Unis. Ça veut pas dire que Musk, c'est bien qu'on doit faire la même chose chez nous. On n'a pas le même peuple. Là-dessus, il a raison. Ils n'ont pas le même peuple. Et Musk a voulu un peu faire un speedrun sur des élections partout en Europe. Et Nigel Farage, il a pas trop aimé ça. Il a dit c'est très bien que ce que fait Musk et tout, mais si vous êtes un bon souverain, vous trouvez que ceux qui doivent gouverner les Anglais, c'est des Anglais. Oui, c'est pas vrai. Un Sud-Africain américain ou c'est pas quelqu'un d'autre. Donc, quelque part, il y a une certaine logique en disant c'est au peuple anglais à décider qui va le gouverner. On peut pas dire qu'il est tort. Pour le coup, c'est un souverainiste. Il va pas dire il faut quitter l'Union européenne pour être gouverné par Elon Musk derrière. Ou par je ne sais quel... ou par Donald Trump. Là-dessus, je veux dire qu'il y a une certaine logique. Bien sûr, on aimerait que ce soit plus simple. On le voit en France, on le voit avec l'AfD en Allemagne, on le voit partout. Et ce qui me déçoit un petit peu, c'est que j'ai l'impression que le Rassemblement national en France est en train de rater complètement cette remontée du peuple. Ils essayent de vous dire, quand vous écoutez les spécialistes économiques, je ne sais pas si ça existe au Rassemblement national, mais ils essayent de se présenter comme des technocrates compétents. Il ferait mieux de dire j'étais commerçant
à Villeneuve-sur-Tarn, et je sais comment ça marche et tout, mais de savoir comment fonctionne le budget de l'État, on s'en fout. Et donc, ils sont en train de rater. Ils étaient un mouvement plutôt populiste, et ils essayent de transformer en un mouvement de gens bien élevés, et ça va rater. Ça va rater parce que le peuple n'a pas envie de revoir venir des gars. Ce que dit le Front National, c'est côté Rassemblement National, pardon, c'est que je vais remplacer des technocrates incompétents par des technocrates compétents. Oui. Mais on nous l'a fait combien de fois ce coup-là ? C'est vrai, oui, c'est strictement à chaque fois. C'est vrai que le mouvement se technocratise. Se technocratise, on est là, c'est. Alors on nous fait passer des gars dont on nous explique qu'ils sont brillants, mais la caractéristique du français de base, le technocrate de base, c'est qu'il est toujours compétent. Oui. Mais qu'il a des idées à la con. Enfin, à la fin, il sort quand même de l'école de Nathalie Loiseau. Donc, oui. La notion de compétence, moi, Oui, mais ils sont tous très, très compétents. Ils savent tous par cœur le droit du travail ou n'importe quoi. Donc, on ne demande pas des gens qui sont compétents, on demande des gens qui ont du courage. Oui, tout à fait. Tout à fait, absolument. Et alors, c'est bien d'avoir quelques gras de papier qui sortent de l'ENA, je ne suis pas contre du tout. Mais en revanche, les avoir comme gouvernants, je trouve que c'est pas du tout... Il n'y en a pas un qui tient la route, quoi. Non. Si, le Bardella, il a pas dit que des conneries, celui-là. Non, Bardella, il dit pas que des conneries, mais cela dit, on a l'impression qu'il y a vraiment un double discours au RN, c'est-à-dire qu'il y a le Bardella, alors il n'annonce pas forcément de mesures, et d'ailleurs, je ne lui demande pas forcément de déployer des mesures concrètes. Je préfère d'ailleurs avoir un état d'esprit, une philosophie générale, une colonne vertébrale, plutôt que de dire on va réduire de 5% et ça, le crédit sur je sais pas quoi. Ça, je m'en fiche un peu. Je préfère avoir une philosophie globale. Mais derrière, on va avoir les Sébastien Chenu et Jean-Philippe Tanguy qui vont dire il faut taxer... veulent augmenter, qui veulent remettre l'impôt sur la fortune. Voilà, on va taxer d'autant plus les dividendes, etc. parce que c'est de l'argent qui dort et qu'il faut le mettre à droite et qu'il faut le mettre à gauche. Mais c'est quoi votre problème ? C'est pas de l'argent qui dort, c'est de l'argent qui est réinvesti derrière. On ferait mieux de rendre les Français le plus actionnaires possible de ces grands groupes plutôt que de taxer ces actionnaires, ces grands groupes jusqu'à la moelle et qui se barrent de France et qu'on se retrouve avec qui se barrent de France. Si vous taxez les groupes français en France, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont faire une grosse partie de leurs bénéfices dans leur filiale à l'étranger et qu'ils en enverront très peu en France. Et puis c'est tout, quoi. Exactement. Donc il n'y aura rien à taxer en France. Exactement. Et puis, enfin, je veux dire, les dividendes qui sont balancés par ces grands groupes, d'abord, ça peut toucher, ça peut être. C'est des fonds de pension français. Ça touche des fonds de pension français. Et puis ensuite, c'est des dividendes aussi qui peuvent partir pour des actionnaires étrangers. Et là-dessus, on va pas pouvoir faire grand chose. D'abord, on peut rien faire. Et ensuite, si les actionnaires étrangers rentrent, ça veut dire qu'ils en aient du capital, les étrangers, et donc ils entendent une rémunération. Donc, mais c'est-à-dire que quand je vois le président de la Commission des finances de l'Assemblée nationale témoigner et pas savoir la différence entre un chiffre d'affaires et un résultat, je me dis, on est mal barré quand même. Ouais. Ne pas savoir faire le président de la Commission des finances de l'Assemblée nationale qui ne sait pas la différence. Et Éric Coquerel, pour ne pas le nommer. Il ne sait pas la différence. Oui. Enfin, je veux dire, mais c'est vrai qu'en ce moment, sur le service public, on a droit au festival Zuckman. Oui. Cet économiste qui nous propose de taxer de 2% par an le patrimoine de toutes les personnes qui ont plus de 100 millions d'euros de patrimoine. Et par exemple, on a posé cette très bonne question à Éric Coquerel. On a une super boîte de tech sur l'IA en France qui s'appelle Mistral, qui a fait un bon buzz cette année, qui a dépassé les 10 milliards de capitalisation, donc je sais plus, ils sont à 13 ou 14 milliards, quelque chose comme ça. Bref, génial. Ce qui est très bien, c'est... On va pouvoir lever du fric. Voilà, on devrait en avoir beaucoup plus des comme ça. Et la question se pose, du coup, le fondateur de Mistral, il doit payer derrière 2% de ce qu'il a en termes de valorisation de parts. Sauf que Mistral... Il n'y a pas de cash. Mistral n'a fait aucun bénéfice. Comme beaucoup de boîtes dans l'IA comme ça, ils font 5-6 ans, parfois, où ils dépensent beaucoup en recherche, voilà, et il y a beaucoup de pertes. Ça a été le cas pour Amazon, ça a été le cas pour Facebook, ça a été le cas pour énormément de gros groupes qui aujourd'hui pèsent énormément dans le monde. Et pourtant, il faut quand même qu'ils puissent se développer. Donc ça veut dire que, sans même avoir fait le moindre bénéfice, il serait obligé de vendre des parts, on ne sait pas bien à qui d'ailleurs, non. Donc 2% de ses parts par an, sachant qu'en plus de ça, il doit aussi s'acquitter de la flat tax de 30% sur les bénéfices. Oui. Donc évidemment, il y a des gros bénéfices là-dessus, donc ça veut dire qu'en fait, il devrait vendre plus que 2% par an, parce qu'il faut aussi payer ce qui va faire écrouler le titre de la... Ce qui fait s'écrouler le titre, puisqu'en plus de ça, si vous êtes obligé de payer 2% par an, enfin bref, ça n'a aucun sens, et il y a énormément de
de choses à dire sur cette taxe. Peut-être qu'il faudrait faire un sujet d'une demi-heure d'ailleurs sur cette taxe, parce que... Oui, il faudrait essayer de ça, mais c'est un élève de Piketty, donc je crains le pire, quoi. Ouais, c'est un âne. C'est clair. Enfin voilà. Voilà pour ce qui est des États-Unis avec Charlie Kirk et puis de ce qui se passe l'essentiel qu'on de l'autre côté de la Manche. C'est que cette vague de reconnaissance, je suis un Américain, je suis un Anglais, je suis un Français, je suis un Allemand, je suis un Italien. Il me semble que les peuples sont en train de se réveiller et qui disent: qu'est-ce que vous nous avez fait? Vous nous avez piqué toutes nos souverainetés, on ne peut plus se gouverner, on arrive à n'importe quoi. Maintenant, les décisions sont prises par des corneaux à Bruxelles qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas élus et qu'on ne peut pas virer. Donc il me semble qu'on est en train d'assister au grand réveil des peuples. Et ça, c'est une nouvelle très positive. Oui, tout à fait. C'est, à chaque fois, on trouve que c'est toujours trop lent, mais faut quand même laisser un petit peu de temps aux choses. Les grands basculements politiques ne se font pas du jour au lendemain, surtout qu'il ne faut pas oublier qu'en Europe, on est dans des sociétés assez vieillissantes et que je pense que ça restreint beaucoup plus le champ d'action par rapport au référentiel commun que l'on connaissait avant. J'appelle de tous mes voeux une révolte des vieux. Tous les cacochines, comme moi, 80, 90 et 100 ans, c'est le moment d'aller sur les Champs-Élysées et de prendre d'assaut l'Élysée. Oui, ce serait très bien. Les CRS, ils vont pas oser taper sur des vieilles personnes. C'est une très bonne idée, les mettre au premier rang. On met au premier rang tous les vieillards comme moi, je suis partant. Hein. Et on va prendre d'assaut les lycées en disant on en a marre quand même. Donc j'appelle à la révolte, non pas des jeunes, mais des vieux, ceux qui aiment leur pays. Très intéressant, pourquoi pas. Bon, voilà, je vous remercie pour votre attention durant cette émission, comme d'habitude. Et puis, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur l'Institut des Libertés et aussi sur l'Université de l'Épargne. N'oublions pas. Merci beaucoup.